Hello and welcome everyone. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints à ce séminaire du Réseau international du journalisme d'investigation qui porte sur la couverture médiatique du changement climatique. Je m'appelle Sheila Coronel, je suis professeure de journalisme et directrice du Stabile Center for Investigative Journalism à la Graduate School of Journalism de l'Université Columbia à New York. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment améliorer le journalisme, le traitement médiatique du changement climatique. Des milliers de journalistes à travers le monde font des reportages sur la crise climatique. De nombreux réseaux de reporters ont été mis en place pour justement faire avancer ce travail, le promouvoir. Toutes sortes de reportages sur le changement climatique sont importants, ils sont nécessaires. Mais aujourd'hui, nous allons parler du journalisme d'investigation. Nous allons mettre l'accent sur la responsabilité et plus particulièrement la responsabilité des gouvernements, des entreprises et d'autres acteurs dont le comportement a une incidence sur le climat, mais aussi sur notre environnement. À Göteborg, en septembre dernier, juste avant la conférence du réseau, eh bien, le GIGN a réuni 80 journalistes et experts du changement climatique de 35 pays à l'occasion d'une réunion pour aborder la question du journalisme d'enquête et d'investigation par rapport au changement climatique. Nous avons discuté de ce que devaient être les priorités dans le traitement médiatique du changement climatique et puis aussi comment trouver la manière de faire en sorte que les gouvernants nous rendent des comptes. Alors, un rapport a été élaboré, n'hésitez pas à le télécharger sur notre site web. Nous allons aujourd'hui partager justement les grandes conclusions de cette excellente discussion qui s'est tenue à Göteborg, comme je le disais. Et je suis ravie de vous présenter nos intervenants aujourd'hui. Ils sont au nombre de trois. Ils étaient tous trois à Göteborg et ils vont partager avec nous leur expérience, leurs conclusions, leurs constatations. Ils ont tous, effectivement, tous et toutes contribué justement aux discussions qui font l'objet de ce rapport. J'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter nos intervenants. Tout d'abord, Matthew Green, qui est rédacteur en chef des enquêtes mondiales chez The Smog, qui est une nouvelle page web qui couvre la crise climatique, les politiques en matière d'énergie, la justice climatique et la lutte pour la justice climatique. Alors, Matthew a déjà travaillé pour Reuters, pour le Financial Times. Il rédige un bulletin d'information qui s'appelle Resonant World, qui explore les liens entre la crise climatique et ce qu'on appelle les traumatismes collectifs. Sunita Narey est rédactrice en chef du magazine bimensuel Down to Earth. Elle est écrivaine, militante environnementale avec plus de 40 ans d'expérience sur le terrain. Elle travaille à New Delhi où elle est en fait directrice générale du Center for Science and Environment, qui est une organisation de recherche et de défense de l'intérêt public qui mène des recherches, qui fait du lobbying et qui fait des travaux de communication, tout cela sur l'urgence d'un développement à la fois durable et équitable. Et enfin, Amy Westervelt, qui est en fait une journaliste d'investigation récompensée à plusieurs reprises, productrice exécutive de la société indépendante de production de podcasts Critical Frequency, qui se spécialise dans les podcasts plus narratifs. Journaliste d'investigation depuis 20 ans, eh bien, Amy Westervelt peut se targuer d'un travail qui est souvent cité comme l'un des premiers exemples de reportage sur le climat. Alors, avant de commencer, quelques informations sur notre réseau, le réseau international de journalisme d'investigation, le GIJN, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas très bien. Le GIJN est donc le plus grand réseau au monde d'organisations de journalisme d'enquête et d'investigation, avec 244 organisations membres dans 90 pays. Il travaille avec des journalistes partout dans le monde, dans des organisations commerciales à but non lucratif, avec des pigistes. Le réseau dispose d'une vaste gamme de ressources et puis aussi de fiches conseils pour aider les journalistes du monde entier. Vous pouvez consulter tout cela sur le site web gijn.org. Je voudrais également rappeler à notre public
que nous disposons de services d'interprétation et si vous entendez le français, c'est que vous avez déjà trouvé le bon bouton. Donc, nous avons aujourd'hui de l'interprétation de l'anglais vers l'arabe, le français, l'espagnol et inversement. Si vous souhaitez utiliser ce service, cliquez sur le bouton d'interprétation en bas de l'écran de Zoom. C'est la petite Mac Monde et sélectionnez la langue de votre choix. Nous voulons également connaître votre avis. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions écrites, vos messages dans l'encadré eh bien, questions-réponses. Nous allons vous y répondre autant que faire se peut. Vous pouvez poser vos questions dès maintenant jusqu'à la fin des interventions de nos orateurs. Alors, Eunice du GIGN va nous rejoindre à la fin des interventions, justement pour modérer les questions. Enfin, je voulais vous faire remarquer que nous enregistrons cette session et nous allons la publier sur YouTube plus avant. Commençons. Je commence par une question à diriger à nos trois intervenants. Quelles devraient être les priorités pour ce qui a trait au traitement médiatique du changement climatique? Quelles sont les questions en lien avec le changement climatique qui sont quels sont les sujets qui sont les plus urgents, qui doivent être examinés dès à présent? Alors, c'est vrai que nous faisons beaucoup de journalisme d'investigation, pourtant nous n'avons pas beaucoup de ressources, mais face à l'urgence de la crise climatique, quelles devraient être nos priorités? Je vais peut-être passer d'abord la parole à Matthew. Merci Sheila et merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. C'est un plaisir en fait de voir autant de participants partout dans le monde, des personnes qui ici font preuve de leur engagement en faveur de justement le journalisme d'investigation climatique à un moment où clairement eh bien, ce type de journalisme d'investigation et d'enquête est vraiment nécessaire. Il y a un sentiment d'urgence, donc je suis très, très encouragée par l'intérêt que cette séance suscite partout dans le monde. À De Smog, en fait, nous donnons trois grandes priorités sur lesquelles nous nous centrons aujourd'hui. La première priorité, eh bien, a trait à ce que moi j'appellerais les fausses solutions, les fausses bonnes idées face à la crise climatique. Nous voyons que la filière pétrolière, l'industrie pétrolière étant une des sources premières de la crise climatique, une des responsables de la crise climatique, eh bien, nous voyons que cette filière se démène véritablement pour se positionner en tant que gardienne, euh, ouvrant la voie vers les solutions face au changement climatique. Alors, on voit que les sociétés pétrolières, eh bien, maintenant se lancent dans de nouvelles solutions, par exemple pour la capture eh bien, de CO2, la liquéfaction, bien sûr, de gaz. Alors, c'est du méthane, hein, mais on nous présente maintenant le gaz comme une alternative plus propre. Et puis l'hydrogène, on se lance dans les technologies autour de l'hydrogène que l'on nous présente très souvent comme une solution au changement climatique qui permettra à l'industrie des combustibles fossiles de garder justement son modèle d'entreprise en l'affinant quelque peu, certes. Alors nous avons une équipe de reporters, de journalistes qui véritablement s'attachent à examiner ces fausses bonnes idées, ces fausses solutions, surtout en mettant l'accent sur les projets de capture du carbone qui sont ostensiblement vraiment destinés à capturer les CO2 produits sur les sites industriels et les autres usines de combustibles fossiles. Mais si vous voyez, en fait, c'est vraiment des solutions cosmétiques et purement cosmétiques. Et ça, c'est vraiment l'une de nos premières priorités. Deuxième axe de travail pour nous, c'est tout l'écosystème de ce que nous pourrions appeler les facilitateurs, c'est-à-dire les sociétés de publicité, les agences de relations publiques, les cabinets de consultants, de conseil, les comptables, cabinets de conseil financiers également, qui travaillent avec l'industrie des combustibles et des carburants fossiles pour continuer comme toujours, comme par le passé. Et grâce au travail notamment d'Amy et d'autres journalistes, eh bien, ce secteur et maintenant, eh bien, fait l'objet d'appels à la responsabilité. On se rend compte aujourd'hui en fait que ces sociétés en fait jouent un rôle premier pour eh bien pérenniser le système. Et puis ces sociétés semblent être plus sensibles, disons, à la pression, disons externe,
Donc ça, c'est vraiment un autre domaine prioritaire. Et puis, troisième domaine priorité, ce sont les mésinformations, les désinformations. Alors, nous avons des élections hein, cette année. Près de la moitié de la population mondiale devra voter. Alors, nous avons bien sûr une élection absolument essentielle aux États-Unis pour le climat, mais aussi ailleurs, ici, l'Union européenne, ailleurs dans le monde. Et il y aura vraiment, eh bien, nous serons inondés de fausses informations, surtout de la part des groupes de droite. Et justement, je vais attirer votre attention sur eh bien, un reportage de mon collègue eh bien, que je vais mettre justement sur le chat. Eh bien, nous avons un Canadien très connu qui a lancé en fait une université en ligne qui réunit toute une série de eh bien, personnes qui veulent nier le changement climatique. Alors attention, attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent, qui s'organisent au sein de l'industrie des carburants fossiles, mais aussi au niveau politique pour vraiment eh bien, mettre à mal eh bien, disons, les éléments plus scientifiques qui nous montrent qu'il existe bel et bien un changement climatique. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont nos priorités, évidemment, mais je m'arrête là. Sheila vient de couper son micro. Voilà. Toutes mes excuses, dit Sheila. Merci beaucoup, Matthew. Je vais peut-être demander à Sunita ce qu'elle en pense. Bon, bien sûr, les sociétés, eh bien, de la filière pétrolière, leurs fausses solutions par rapport au changement climatique, les mésinformations, les désinformations, ce sont des priorités. Quelles sont les priorités dans les pays du Sud face à l'urgence climatique? Merci Sheila, merci Matthew aussi. C'est fascinant d'entendre cette liste de questions sur lesquelles vous travaillez à The Smog. Eh bien, je dirais que, en fait, nos priorités se recoupent et puis il y a des différences. Pour nous, la plus grande priorité, c'est sans doute, eh bien, les reportages sur, eh bien, ce qui vient en aval, suivant les désastres, ou plutôt sur les désastres, les événements climatiques extrêmes ou météorologiques qui se produisent chez nous comme ailleurs dans le monde. Mais chez nous, en fait, nous nous centrons sur deux questions plus particulièrement. Tout d'abord, le visage humain de ces catastrophes naturelles qui se produisent comme conséquence du changement climatique. Comment ces changements climatiques ou ces catastrophes plutôt réduisent la résilience des populations, ces populations qui n'ont plus de capacité à faire face. Et nous nous centrons sur, par exemple, les flux migratoires, le fait qu'il y a des personnes qui doivent se déplacer. Euh, que faire vu l'insécurité que cela produit au niveau mondial et son corollaire, eh bien, l'insécurité, l'intolérance. Les personnes ne peuvent plus vivre chez elles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de migration parce qu'il y a tous ces déplacements de population qui ont augmenté comme conséquence du changement climatique, des déplacements qui sont encore plus graves que ceux qui sont la conséquence de guerres ou de conflits. Et nous essayons de comprendre quelle est l'incidence du changement climatique sur les personnes, mais surtout, Sheila, eh bien, pourquoi ces catastrophes ont vraiment des effets si dévastateurs, comme on le constate sur le terrain. Là, il y a un lien à établir avec justement les questions plus complexes de, par exemple, développement qui est sur une mauvaise voie et qui ne fait qu'exacerber ces catastrophes. Et c'est la raison pour laquelle il faut effectivement que l'on demande des comptes au gouvernement. Si nous continuons à faire les mêmes erreurs dans notre voie vers le développement, eh bien, nous ne ferons qu'aggraver les effets du changement climatique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous mobilise beaucoup au niveau de la communauté journalistique, au niveau national. Nous voulons connaître, comprendre les raisons, mais aussi les effets au niveau mondial. Et puis, il y a aussi l'aspect financier, l'aspect des finances. Alors, on parle beaucoup de dédommagement, de réparation, d'aide ou de secours en cas de catastrophe. Et justement, d'où vient l'argent et comment arrive cet argent? La grosse question sur laquelle nous travaillons au sein du CSE et d'Antoine, c'est de voir en fait la quantité d'argent qui nous arrive, mais aussi la qualité de cet argent. Alors, est-ce que cet argent arrive sous la forme de dette qui vient aggraver des dettes qui viennent aggraver l'endettement des pays du monde en développement, ce qui rend le remboursement de la dette encore plus difficile? Alors,
qu'est-ce que ce mode de financement eh bien, qu'a-t-il pour effet pour les pays du Sud, des pays qui se retrouvent vraiment frappés de dettes et qui sont frappés par des catastrophes météorologiques de plus en plus souvent? Et puis, deuxième partie, là, je rebondis sur ce que disait Mathieu, il faut demander des comptes aux gouvernements qui sont inactifs, hein. Le fait que nous ne mettions pas à échelle les solutions qui doivent être mises à échelle et qui sont censées être mises à échelle, la différence entre le type de reportage que l'on voit dans les pays du Nord par rapport à ce que l'on devrait faire dans l'hémisphère sud, eh bien, réside dans le fait qu'il faut mieux comprendre ce qu'essaie de faire la filière pétrolière ou gazière. Alors, nos pays dépendent énormément des combustibles fossiles, ce qui veut dire que nous devrions faire rapport de cette situation et nous devrions examiner plus attentivement ce qui se fait ailleurs dans le monde. Je me rends compte en fait que très souvent, eh bien, quand on regarde les médias dans le Nord, désolé Amy et Matthew, ce n'est pas pour vous que je le dis, mais il y a quand même un discours assez naïf qui nous vient du Nord et qu'il faut remettre en question. Eh bien, en fait, on nous dit oui, mais enfin, alors l'Afrique du Sud maintenant décide de développer son industrie pétrolière et gazière. On oublie que les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole et de gaz dans l'histoire de l'humanité. Alors moi, j'entends toujours ces déclarations forfaitaires. Oh, le président Biden a arrêté l'exploitation des puits de pétrole. Alors on le voit sur la planète, mais vous oubliez évidemment que les États-Unis ont déjà dépassé de loin leur budget carbone. Et en fait, ils sont en train de réchauffer toute la planète avec la quantité de gaz et de pétrole produits aux États-Unis. Et ça, c'est un grand défi pour nous, journalistes du Sud, pardon. Et puis, je cite Amy, il faut vraiment, eh bien, forer, vraiment miner, aller explorer ce qui se fait. Pour ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé, nous devons nous assurer d'avancer plus rapidement. Et pour moi, justement, la grande différence, si je vois les reportages que nous avons en fait mis en ligne et sur la sphère publique l'année dernière, eh bien, c'est tout ce qui a trait justement aux solutions par rapport au CO2, la capture de CO2, etc. Le coût, eh bien, il est payé par les populations les plus pauvres. Et la grande question pour moi aujourd'hui, c'est dans la nouvelle économie que nous sommes en train de construire, cette économie verte que nous sommes en train de construire. Est-ce que nous allons suivre dans cette économie les mêmes pratiques de l'ancienne économie? Est-ce que nous allons encore exploiter les mines de lithium et de nickel comme avant? Est-ce que nous allons construire nos industries comme avant? Est-ce que nos communautés locales vont en fait en profiter cette fois-ci concrètement? Est-ce que la localisation eh bien, sera au bénéfice de notre région du monde ou est-ce que ce sera comme avant eh bien, la même utilisation vraiment à rapace de nos terres? Euh, voilà quelques-unes de nos priorités. Merci Sunita, c'est une liste bien longue. Amy, est-ce que vous souhaiteriez répondre ou réagir à ce qu'ont dit Sunita et Matthew? Matthew s'intéresse essentiellement aux entreprises et aux causes de la crise climatique et Sunita, elle, se concentre davantage sur l'impact et sur le modèle de développement mondial qui exacerbe ces impacts et les rend encore plus difficiles à résoudre. Vous avez passé beaucoup de temps à faire état des facilitateurs des entreprises pétrolières. Est-ce qu'il y a d'autres aspects dont on n'a pas encore parlé? Eh bien, moi, je dirais que ma priorité à l'heure actuelle, et je pense que c'est la même de beaucoup de personnes, c'est la combinaison de ces deux éléments dont Matthew et Senita ont parlé. On essaye d'avoir une perspective qui soit davantage transfrontalière pour voir ce que ces acteurs disent dans leur pays d'origine et ensuite comparer cela à leur comportement dans les pays du Sud. Ensuite, on essaie de voir quelles sont les idées législatives qui circulent, quelles sont les mésinformations qui circulent également. Et on essaie d'arriver à cette compréhension dont parlait Sunita pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là et comment faire pour éviter de répéter l'histoire encore et encore. Tout cela semble évident, mais
le simple fait d'avoir un groupe de personnes qui s'intéressent au même problème dans différentes parties du monde, eh bien, c'est très utile. Voilà notre priorité pour l'heure. C'est vraiment d'essayer d'avoir une perspective globale sur ces entreprises qui sont mondiales dans leur action et qui sont plus puissantes que les gouvernements individuels. Et on essaye de voir quelles sont les tendances qui impactent ce phénomène. Merci. Eh bien, intéressons-nous aux détails. Je vais un petit peu reprendre votre langage, Amy. Lorsque l'on parle d'exiger des comptes de la part des entreprises et des gouvernements, qu'est-ce que l'on entend par cela? Quel type de journalisme permet de faire en sorte que les institutions puissantes rendent des comptes vis-à-vis de ce qu'elles ont fait au climat, de ce qu'elles font au climat? Peut-être qu'on va commencer avec toi, Amy. On va passer dans l'autre sens. C'est une très bonne question. Cela fait plusieurs semaines que je m'occupe de la question des systèmes de résolution des différents investisseurs États. Et c'est vraiment déprimant parce que c'est un système pseudo-légal ou quasi-légal qui est juste fait pour miner la responsabilité, vraiment. Donc, la responsabilité, pour moi, consiste à se débarrasser de pratiques données, ce qui est beaucoup plus difficile que de changer la législation, changer le gouvernement, gagner un procès, etc. C'est vraiment quelque chose qui mine la crédibilité sociale de la filière pétrolière, mais ce n'est pas que la filière des énergies fossiles, c'est vraiment le capitalisme extractif tel qu'il agit partout dans le monde. Donc vraiment, la responsabilité cela consisterait à empêcher la capacité d'une personne, d'un gouvernement ou d'une entité d'avoir un comportement néfaste dans un lieu donné, mais également de rendre la répétition de ce comportement moins probable dans d'autres endroits. Eh bien, on parle de pointer du doigt les facilitateurs des entreprises pétrolières. Ça, c'est une pratique qui peut fonctionner. Ah oui, pour revenir sur ce que disait Mathieu tout à l'heure, alors oui, ces entreprises peuvent être plus susceptibles de la sorte de pratique. On peut les faire réagir avec ça un petit peu. Ça fait longtemps vraiment qu'ils font ce qu'ils font, mais je pense que les PDG de ces entreprises ne sont pas le genre de personnes qui ont honte de ce qu'ils font vraiment, et sinon ils n'arriveraient pas à ces postes-là. Je crois que les entreprises de relations publiques, les universités, là, je pense que ce sont des domaines où on peut faire quelque chose. Ce n'est pas seulement une question de voir si telle entreprise pétrolière a donné un bâtiment à telle université. C'est vraiment essayer de voir que cette recherche payée par cette entreprise a eu comme résultat cette politique. Ce n'est pas que la recherche, en fait, c'est du pré-lobby. Avoir cette approche-là, c'est vraiment quelque chose qui va pousser une université, par exemple, à repenser son comportement. Plutôt que dire vous ne devriez pas accepter des dons d'entreprises pétrolières parce que le climat est une chose que vous devriez contribuer à protéger. Vous savez, l'industrie des énergies fossiles s'est entourée pas seulement de facilitateurs, mais de facilitateurs d'élite. Ils ne se dirigent pas à toutes les universités, mais aux 5% des meilleures universités. Ils ne vont pas voir tous les cabinets de consultants, mais vraiment McKinsey, Bain, Boston Consulting Group, vraiment la crème de la crème. Donc, si on s'intéresse à ces entités et le risque que cela peut représenter pour leur réputation d'être dévoilés en tant que facilitateurs et main droite de l'industrie fossile, là, je pense que l'on pourrait faire bouger les choses. Mathieu, quelle est ton idée? Quelle est la théorie du changement pour ce qui est du journalisme d'investigation? Est-ce que l'on veut changer progressivement
en espérant que les facilitateurs changeront leur comportement et que cela a une influence sur les grands acteurs. Comment est-ce que l'on arrive à un changement dans un système mondial qui a été vraiment très résistant au changement et une industrie qui a été très agile pour s'adapter à tout ce qui a pu remettre en compte son hégémonie? C'est une question très simple. Merci, Sheila. Vraiment très simple. Merci. Oui, 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 j'ai gardé la question facile pour toi, Mathieu. Oui, c'est une très bonne question. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'y réfléchir parce que c'est facile parfois de simplement désespérer et de se dire que les efforts que l'on effectue ne nous permettent pas vraiment d'arriver à un changement suffisamment rapide pour arriver à de véritables résultats. Je pense que nous avons tous, à un moment, fait état de réflexions assez très pessimistes. Et je crois que avoir l'occasion de faire ce type de journalisme, c'est un très bon remède contre ce pessimisme. Je pense qu'il ne faut pas imaginer que l'on sait nécessairement, que l'on comprend nécessairement ce qui se passe. C'est-à-dire que les petits et les grands systèmes peuvent arriver à des points de basculement qui ne sont anticipés par personne. Par exemple, la chute du mur de Berlin. Personne, ou très peu de gens, s'attendait à ce que cela donne lieu à l'effondrement de l'Union soviétique. C'est un très bon exemple. Il y a de nombreux journalistes du monde arabe qui participent à ce webinaire. Je pense que certains d'entre eux peut-être anticipaient le printemps arabe, mais je pense que de nombreux journalistes qui étaient payés pour nous dire ce qui se passait ne l'ont pas anticipé. Donc il ne faut pas oublier ce genre de phénomène. Pour réagir à ce que disait Amy, les exemples qu'elle donnait, l'une des choses auxquelles nous nous intéressons chez DSMOG, et il en va probablement de même pour Amy, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir à l'intérieur de ces entreprises dont on parle, d'aller voir ce qui s'y passe. Parce qu'on ne peut plus ignorer la crise climatique. Bien sûr, les pays du Sud sont beaucoup plus affectés, mais les pays du Nord le sont maintenant, bien plus qu'il y a 5 ou 6 ans. Maintenant, on le sent. Nous, dans le Nord, nous le sentons dans notre chair, comme ce n'était pas le cas auparavant. Et il y a de nombreuses personnes dans ces entreprises qui ressentent un véritable conflit, un conflit intérieur. On a vu Havas, qui est une multinationale de la publicité française, qui est très fière de sa- ses pratiques durables, de ses engagements vis-à-vis du climat. Et bien sûr, en septembre, ils ont signé un accord de plusieurs millions de dollars avec Shell, qui est une entreprise pétrolière. Et cela a donné lieu à énormément de tensions au sein de cette entreprise. Et en jouant sur ça, en contactant ces entreprises au sein desquelles il y a un conflit, eh bien, on peut générer la tenue d'un débat, alors que ce n'était pas le cas auparavant, et rendre cela plus difficile de rester dans le système pour encourager les gens à passer de l'autre côté de notre camp. Il y a également le côté recours juridique. Ce n'est pas toute la solution, mais c'est une partie. Le fait que la Californie est en train d'attaquer des entreprises ainsi que d'autres entités publiques avec à l'appui le travail effectué par des journalistes au cours du temps, bien, cela, ça a beaucoup de valeur. Je pense qu'on n'arrive pas toujours à avoir une compréhension du système dans son ensemble, mais il y a vraiment des lueurs d'espoir, je pense, sur lesquelles on peut se concentrer et faire en sorte que certaines possibilités portent leurs fruits, vraiment pour arriver à un changement. Merci. Mathieu, j'aurais une question pour Sunita. Dans ce cas-là, est-ce que les journalistes devraient se concentrer sur l'impact de la crise climatique afin de souligner l'urgence? Est-ce que vous voyez ces lueurs de possibilités, même au sein des entreprises qui sont des facilitateurs et des auteurs du changement climatique? Bien,
Moi, je dois dire que je vois beaucoup de vents contraires, vraiment. Si on se penche sur la résistance que l'on voit dans les pays riches, des personnes qui sont contre toute action sérieuse contre le changement climatique et la montée des gouvernements de droite dans certains pays, je pense que c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter. Et en tant que journalistes, nous devons être vigilants et alertés quant à ce phénomène. Et Sheila, je dois dire qu'il faut faire attention et ne pas tomber dans un piège, le piège de la sursimplification de la réalité. Parce que l'on pourrait alors s'exposer à des critiques des voix de droite qui ne sont plus des sceptiques comme classiques, comme on les voyait auparavant. Maintenant, ce sont des personnes qui se déguisent en défenseurs du climat et qui suivent des chemins plus pernicieux. Nous nous disons, mes collègues et moi, qu'il faut faire attention et ne pas exagérer, ne pas dire que tout est le changement climatique, ne pas exagérer l'impact du changement climatique. Par exemple, s'il y a une inondation dans une zone très vulnérable, par exemple comme l'Himalaya ou dans une partie du Bangladesh, c'est en partie dû aux événements météorologiques extrêmes et aux pluies intenses, mais une bonne partie des raisons sous-jacentes ont à voir avec notre gestion des écosystèmes vulnérables. Et il est important de se pencher sur tous les éléments et de ne pas trop simplifier l'histoire. J'entends constamment parler de réfugiés climatiques. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne est un réfugié climatique? Cela fait très longtemps que la migration existe, et c'était bien avant que l'on comprenne ce que c'était que le changement climatique. Je crois qu'il faut donc être très rigoureux, très factuel dans notre approche et partir du terrain, avoir un modèle ascendant. Je pense vraiment que l'on peut mener des enquêtes sur le terrain, comprendre les faits et ensuite établir un rapport. Je pense que cela rend nos récits crédibles. Et je pense que là, on arrivera à effectuer un changement, Sheila. Tout au long de ma carrière, qui dure depuis des décennies, j'ai toujours trouvé qu'une histoire, qu'un article bien étoffé, bien justifié, arrive vraiment à faire une différence. Je pense que c'est vraiment ce genre de choses qu'il nous faut. Il y a de nombreuses études qui se penchent sur la manière dont les publics réagissent aux nouvelles et qu'il y a beaucoup d'évitement des nouvelles climatiques. Les gens évitent les nouvelles en général, mais tout particulièrement celles qui concernent le changement climatique. Parce que le problème semble être tellement énorme, impossible à résoudre, et ils ne peuvent rien y faire. Qu'est-ce que les journalistes d'investigation peuvent faire afin d'encourager les gens à s'intéresser aux nouvelles portant sur le climat, à participer à ce débat, à s'informer? Amy, vous avez un podcast innovant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il y a de nouveaux publics qui apparaissent, qui veulent de nouveaux types de médias, de nouvelles manières de s'informer? Alors, il y a toute une série de choses qui se produisent en même temps, malheureusement. L'industrie des médias perd énormément d'argent, il y a énormément de licenciements. Je crois que chaque semaine, on entend parler de centaines de journalistes licenciés. Il y a tout un appareil de désinformation de droite qui a vraiment réussi à miner
la crédibilité des journalistes et de plus en plus de gens vont chercher leurs nouvelles sur les réseaux sociaux, dans des groupes Facebook, etc. Et l'aspect plus positif, par contre, c'est qu'il existe à présent toutes ces nouvelles manières de contacter le public. Nous, notre approche, c'est de mener notre enquête et ensuite de voir comment cela peut être présenté. Des podcasts, des vidéos sur les réseaux sociaux, des infographiques, des rapports, des posts en ligne, etc., etc. Parce qu'il faut aller trouver le public où il se trouve. Et pour ce qui est du type d'histoire, du type d'article, du cadrage, eh bien oui, parfois il faut être un petit peu créatif. J'ai parlé à Sunita de l'aspect factuel. C'est très important d'avoir toutes ces preuves, ces sources, les reçus pour ainsi dire. Mais je pense qu'il faut trouver la manière de présenter ces faits d'une manière qui puisse surmonter les barrières idéologiques des gens ou surmonter les informations qu'ils aient pu obtenir ailleurs. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai couvert le cas de pêcheurs de crabes qui avaient porté plainte contre une entreprise pétrolière. Ça se portait sur la question de la responsabilité et on disait que ces entreprises avaient reporté les actions sur le changement climatique et dit à tout le monde qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et entre-temps, ils avaient développé leurs propres entreprises pour gérer des phénomènes tels que la montée de l'eau de mer. Et les pêcheurs n'avaient pas eu cette opportunité, donc c'était un avantage déloyal. Et maintenant, je vois les bateaux de pêche aux États-Unis et au Canada, et plus de la moitié des gens à qui j'ai parlé, qui étaient nommés dans ces cas, ne croyaient pas au changement climatique. Et c'était des personnes qui étaient en train d'intenter des procès à des entités pétrolières. Et on se demandait pourquoi. Eh bien parce qu'on nous a vu des documents qui nous disaient que ces entreprises étaient en train d'obtenir des brevets pour des navires qui puissent naviguer dans l'Arctique une fois que la glace aura fondu. Eh bien pour eux, peu importe la raison, mais ces entreprises savaient que les choses allaient mal tourner, ils se sont préparés, ils ne nous ont pas donné l'occasion à nous de nous préparer, et ce n'est pas juste. Et j'ai vraiment compris à ce moment-là qu'on ne peut pas exagérer l'importance des sources primaires. Si on peut montrer aux gens, voici l'email envoyé par Exxon en 1979 ou 79, pardon, euh, ou le fax, là ils vont nous croire. En fait, les gens n'ont pas besoin de comprendre la science climatique pour comprendre ce qui se passe. Il faut simplement que les gens comprennent qu'il y a un déséquilibre de pouvoir fondamental et que eux ils se trouvent du mauvais côté de ce déséquilibre. Vraiment, j'essaie toujours de revenir à ce cadrage très simple et de rendre les choses aussi simples que possible. Mathieu, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que les gens sont aussi affectés par les faits que par les mensonges et la désinformation? Est-ce qu'ils sont aussi facilement convaincus? On dit souvent que montrer des faits aux gens, ça ne fait pas changer d'avis, hein. C'est ce que montre la recherche, ce qui est assez décourageant pour ceux d'entre nous qui essayons de nous concentrer sur les faits. Mais je pense que je suis d'accord avec Amy. Ce que nous pouvons apporter, c'est une histoire, le cadrage que nous apportons. Et il y a presque 400 personnes dans ce webinaire. À nous, nous avons un fantastique réseau, ce qui représente des connexions partout dans le monde pour arriver à des récits, des histoires. Si cela a lieu juste à côté de chez vous, ce n'est pas forcément très intéressant, mais si on le voit d'une autre perspective, d'un autre point de vue, c'est quelque chose qui devient vraiment incroyable. Et je vais vous donner un exemple un petit peu divertissant d'une histoire de Dismog qui a vraiment très bien fonctionné, qui a été très vue sur les réseaux sociaux. It really went almost viral, one might say. And it Alors, was c'est vraiment une histoire qui a fait le tour des réseaux sociaux sur la base justement d'un influenceur sur les réseaux sociaux qui s'appelle Filipino Grandma, notre
grand-mère, eh bien, me bonne Philippine, et donc qui donne des conseils culinaires aux jeunes Philippins. Voilà, c'est la grand-mère que nous voulons tous savoir, qui nous donne des conseils de comment mieux manger. Elle a quelques 2 millions, eh bien, d'abonnés partout dans le monde, mais aussi, bon, surtout en Philippines, mais aussi au sein de la diaspora. Et en fait, elle prenait de l'argent de la part de Shell pour justement promouvoir, eh bien, le programme de fidélité de Shell. Ouais, et elle n'est pas la seule. Et nous avons quelques 70 influenceurs que nous avons découverts qui font peu ou prou la promotion bien, de sociétés pétrolières en vous montrant comment bien cuisiner, comment aller promener le chien, etc. Voilà. Alors, personne n'aurait imaginé que Shell, bien, va en fait payer une petite grand-mère influenceuse pour édulcorer les produits Shell sur les réseaux sociaux. Eh bien, voilà. C'est quelque chose, évidemment, qui va surprendre le lecteur ou la personne qui va consulter cette nouvelle sur les réseaux sociaux. Voilà, ou encore celui qui vous écoute, bien sûr, hein, les auditeurs. Bah oui, bien sûr puisqu'Amy fait des podcasts. Ah, c'est cet élément de surprise, évidemment, hein. Et c'est un petit peu au cœur de notre métier. C'est là que nous devons faire preuve de créativité. Justement, nous devons mobiliser, faire une session de remue-ménage, justement. Et c'est en étant ensemble que nous pouvons arriver à nos fins. C'est beaucoup plus facile de trouver quelque chose d'intéressant quand on travaille ensemble plutôt que dans l'isolement. Eh bien, réfléchissons à la question des Sheila. Nous sommes des centaines de journalistes en ligne aujourd'hui. Eh bien, justement, comment faire fond de ce réseau de journalistes qui couvrent les événements climatiques? Bon, comment entamer la collaboration? Il y a tellement de réseaux qui travaillent maintenant justement sur les questions climatiques, de l'environnement. Est-ce que nous devons travailler davantage de concert les uns avec les autres ou est-ce que cette pléthore d'initiatives portera ses fruits? Est-ce que c'est nécessaire? Sunita, vous travaillez dans le domaine environnemental et écologiste depuis très longtemps. Bon, c'est vrai que vous voyez que vous avez très certainement vu des évolutions au niveau du journalisme d'enquête et d'investigation. Est-ce que vous pensez que la collaboration est quelque chose de positif? Quels sont les aspects positifs? Quels sont peut-être les aspects moins utiles, surtout au fin de la sensibilisation des populations? Eh bien, je crois que la collaboration la plus importante nous aide en fait, ce qui est le plus important dans la collaboration plutôt, c'est que ça nous aide justement à prendre du recul. Et très franchement, moi, je vois beaucoup de liens de collaboration, par exemple, des journalistes du Sud qui reprennent des études de cas mis sur la sphère publique, justement par les journalistes du Nord. Et ça m'embête, hein. Moi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je vais pas vous envoyer quelques informations pour que vous fassiez ensuite des reportages là-dessus parce que vous avez votre perspective, vous avez effectivement bien la main sur la situation et moi je contribue un tout petit peu ci et là. Ça, c'est pas de la collaboration. N'appelons pas cela de la collaboration. Quand ça vient du nord vers le sud, c'est une autre forme de colonialisme. On peut tourner ça comme on veut, mais vous savez, c'est du colonialisme. On nous contacte très souvent en me demandant quelle est ma perspective, quelle est mon information. Et moi, je dis non, je suis désolée. Moi, j'ai mon point de vue. Nous avons nos points de vue, nous avons nos informations, nous avons notre façon d'écrire. On écrit bien en anglais, hein. Euh, nous avons très bien été, nous avons très bien appris la langue du colonisateur quand même, hein. Donc, je crois que nous sommes effectivement dans une situation où nous devons créer une égalité en fait entre nous. Nous pouvons nous aussi raconter nos histoires avec notre perspective. Nous devons en fait revoir la collaboration, vraiment bien, remettre le modèle à l'envers ou peut-être le renverser. Je crois que la collaboration, c'est ce qui nous aide peut-être entre journalistes à mieux nous comprendre, à comprendre nos perspectives mutuellement. Moi, je peux organiser un cours pour vous, Sheila, si vous me le demandez, sur la déconstruction du langage que l'on utilise dans le New York Times, dans le Guardian. Et je peux vous dire à quel point, bien, ce langage est biaisé, à quel point il y a ici une politique du deux poids, deux mesures, surtout sur la question climatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre région du monde, nous voyons, nous constatons et nous apprenons ce que c'est justement cette politique du deux poids,
poids, deux mesures. Et nous devons maintenant apprendre à parler un langage commun sur la base d'une compréhension commune. Et pour moi, la collaboration, ça commence non pas en nous demandant ici dans le Sud de faire des études de cas sur les réfugiés climatiques, mais la collaboration, eh bien, ça commence par la compréhension mutuelle de l'impact du changement climatique en écrivant communément des reportages justement sur l'incidence du changement climatique dans le nord et dans le sud, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Alors, De Smog fait beaucoup de reportages internationaux sur le changement climatique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire en fait que quand ça vient du Nord, eh bien, il y a une petite attitude plutôt colonisatrice de la part des journalistes du Nord dans le traitement justement des questions climatiques, surtout les effets sur le Sud? Et justement, quels sont les types de collaboration qui fonctionneraient? Avons-nous besoin d'un langage commun ou devons-nous d'abord essayer de travailler ensemble, mais sur un pied d'égalité véritablement? Qu'en dites-vous, Mathieu? Je crois que Sunita a soulevé un point ou une question très très importante, mais aussi très épineuse dans l'hémisphère nord. Et là, je parle surtout pour le Royaume-Uni, pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour d'autres pays. Bon, je me rends bien compte hein, que eh bien, la Grande-Bretagne a une histoire unique de colonialisme, évidemment. Bien, je dirais ceci, en tant que pays, nous n'avons même pas euh, encore commencé à lever le voile sur notre héritage, ce que nous avons laissé au monde, de notre passé impérial. Et je dirais aussi que nous n'avons pas encore commencé à avoir des discussions sur le fait que la crise climatique, eh bien, elle trouve ses racines dans ces modèles de colonialisme basé sur l'exploitation des populations colonisées et sur le racisme. Amy a fait référence également. Je me souviens que quelqu'un, il y a quelques années, avait posé la question. Et imaginons que la crise climatique causait justement les effets contraires. Et au lieu, eh bien, par exemple, d'une fonte des gels, eh bien, la création de glace s'accélérerait depuis la Scandinavie vers Londres, vers Paris, ce qui aurait évidemment des conséquences dévastatrices pour le nord de l'Europe. Alors là, on peut évidemment supposer que la réponse aurait été un tout petit peu différente par rapport à la réponse qui est apportée aujourd'hui, ou celle qui ne l'est pas d'ailleurs, au cours des 20, 30, voire 50 dernières années, depuis que l'on parle de changement climatique. Alors, en vous disant cela, je sens moi-même que, eh bien, je suis en train aussi ma foi, de bouger à l'intérieur parce que vous savez, mon arrière-arrière-grand-père, eh bien voilà, il avait des chevaux quelque part dans un pays du Sud en Inde, si je ne m'abuse. Donc voilà, moi je crois qu'ici, il faut élargir le débat. Ce débat ne sera pas facile, mais il faudra avoir ce débat. Je suis d'accord avec vous à Dismorg. Eh bien, c'est vrai qu'on aimerait travailler davantage dans et pour l'hémisphère sud. Alors, c'est vrai que, eh bien, on lance toujours un appel à contribution de la part des journalistes du Sud ou des gens qui font campagne, par exemple. Nous n'avons pas vraiment de budget pour faire cela. Mais vous savez, moi, je travaillais pour d'autres organisations médiatiques, Reuters, par exemple, et ce sont les organisations les plus colonisatrices, les plus colonialistes. Il faut savoir évidemment que voilà, dans ces organisations, dans mon cas par exemple, eh bien, les bureaux c'était à Londres, le rédacteur en chef était un homme blanc, mais donc vous avez un système colonialiste de journalisme. Et bon voilà, ça se voit à l'œil nu et ils font parler. Mais comme je le disais, bah, c'est vrai, bon, bah, moi-même, je me sens quand même très appelée à agir parce que moi-même, eh bien, si je regarde mon histoire, l'histoire de ma famille, eh bien, je me sens un peu euh, tenue de rendre des comptes. Amy, oui, si je peux, Sheila. Je me rends compte que vous savez, quand on fait l'effort de mener une enquête au niveau international, eh bien, on reçoit de meilleures histoires et on écrit de meilleures histoires, de meilleurs reportages. C'est pas une question, évidemment, de se dire les uns aux autres, voilà comment il faudrait faire. Mais voilà,
ça vient de nous arriver. D'ailleurs, on a fait toute une série au niveau international concernant bien, la répression des manifestations pour le climat. Nous avons des journalistes au Mozambique, en Ouganda, au Nigeria, au Brésil, au Mexique, aux Philippines, un peu partout en Inde. Et parce que, bien, nous nous parlions tous les uns les autres et que nous examinions la question sous diverses perspectives, bien, nous avons trouvé la manière, bien, de dégager les tendances qui pouvaient se dégager justement. Et nous avons pu mettre le doigt sur l'influence justement de ces cellules de réflexion conservatrices un peu partout dans le monde. Nous ne serions pas arrivés au même résultat si nous n'avions pas eu justement tout ce réseau de journalisme un peu partout dans le monde, hein. C'est une meilleure manière de travailler. Oui, mais justement, dit Sunita, ce n'est pas ça que j'essayais de dénoncer, c'est exactement cela que je promeux. Il faut pouvoir écouter toutes les perspectives, toutes les réalités, faire rapport de ce qui se passe sur le terrain. Mais le point le plus important de ce que vous disiez, Amy, c'est que vous appreniez les uns les autres, de la perspective des uns et des autres. Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, je parlais des études de cas. Alors, donnez-moi une étude de cas. Alors, on a déjà décidé qu'il y a des réfugiés climatiques en Inde. Allez trouver ces réfugiés climatiques en Inde. Écrivez-nous quelque chose là-dessus parce que nous devons mettre quelque chose sur les réfugiés climatiques dans notre reportage. C'est de cela que je parle. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de créer ce réseau-ci, ce réseau de journalistes qui vont travailler différemment, qui vont se parler les uns les autres, et qui vont faire les choses différemment. Je ne suis pas du tout contre ce que vous faites, Amy. Nous, on cherche toujours ce type d'information, justement. Je comprends, j'ai très bien compris, dit Amy, hein. Mais voilà, moi, ce que je suis en train de dire, c'est que quand on fait les choses bien, eh ben, justement, les reportages sont meilleurs, sont d'autant plus bien, frappants et plus efficaces. Alors, je vois beaucoup de questions dans euh, l'encadré questions-réponses. Et avant de donner la parole à notre public, j'aimerais poser une dernière question à nos intervenants. Alors, on parle beaucoup de travailler ensemble, des priorités du journalisme d'investigation climatique. Une question sur le comment. Alors, nous avons une boîte à outils qu'utilisent les journalistes dans leur enquête, dans leurs investigations. Quels sont les éléments de cette boîte d'outils qui vous ont semblé être les plus efficaces, qui vous ont été les plus efficaces dans la couverture ou le traitement médiatique du changement climatique, surtout sous l'angle de la responsabilité qui est au cœur du journalisme d'investigation. Parlons responsabilité. Alors, est-ce que c'est les enquêtes de terrain? Ouais, justement, l'accès au registre public, les analyses statistiques, l'analyse d'images satellites, pardon. Quels sont les outils, selon vous, ou les outils qui vous ont le mieux servi dans justement votre travail de journaliste d'investigation et d'enquête pour demander des comptes aux gouvernants? Alors, Matthew, peut-être, et puis Amy et Sunita. Merci, Sheila. Alors, la réponse dépend en grande partie, évidemment, des circonstances, je dirais, locales, du reportage que vous êtes en train de faire. Dans notre cas, c'est vrai que nous avons fait beaucoup de travail, comme d'autres, hein, nous avons beaucoup travaillé sur des documents qui mettent en lumière justement bien, le manque de correspondance entre ce que l'industrie pétrolière et gazière savait sur le changement climatique et ce qui est dit au niveau de l'opinion publique. On a travaillé notamment sur le comportement de Shell. Moi, j'ai travaillé l'année dernière sur bien, un reportage qui se penchait sur des documents des années 70 et 80. Et à DISMOC, ma collègue Rebecca Mead a publié toute une série de reportages la semaine dernière ou d'articles qui montrent que l'industrie pétrolière finance le- les études, par exemple, sur les gaz à effet de serre dans les années 50. Ça n'a rien de nouveau, on le sait depuis longtemps, mais au moins, on a de plus en plus de preuves.
Alors, justement, ce sont des documents qui sont ensuite examinés par les juristes et les avocats qui, justement, travaillent sur ce type d'affaires aux États-Unis et à l'Union européenne, voilà, pour trouver de nouveaux arguments. Et puis, beaucoup de députés, de parlementaires, par exemple, se basent sur ces documents pour demander, par exemple, au ministère de la Justice, aux États-Unis, au département de la Justice, d'ouvrir une enquête parlementaire. Alors voilà, ça c'est le travail que nous faisons à TheSmog. Je sais qu'Amy fait beaucoup de travail là-dessus. Il y a beaucoup d'autres réseaux, mais comme vous l'avez dit, Sheila, il y a beaucoup d'autres outils qui peuvent servir la cause du journalisme d'investigation climatique pour demander des comptes justement aux entreprises et aux gouvernants. Amy, alors pour nous, bon, peut-être parce que justement nous sommes une société de podcast. Bon, c'est vrai que les sources premières documentaires sont très, très importantes, mais personnellement, bon, moi, ce que j'utilise le plus, mais c'est ce qui est évidemment, bien sûr, le plus de temps, c'est la mise au point d'un réseau de lanceurs d'alerte. Alors, c'est vraiment très, très utile d'entendre justement une information venant de quelqu'un de l'intérieur, de quelqu'un qui travaille ou qui travaillait, par exemple, dans une entreprise comme Shell, quelqu'un qui vous dit, moi, je travaillais en 1995 justement à Shell et je sais ce qui se faisait à ce moment-là. Des lanceurs d'alerte. Alors, c'est vrai que, eh bien, il est encore très facile, hein, il est très, très facile de trouver ces gens qui travaillent sur le terrain, hein. C'est beaucoup plus facile aussi d'interviewer ces personnes-là plutôt qu'un cadre supérieur. Voilà. Pour moi, ce sont ce genre de relais de personnes, évidemment, qui m'aident ou qui nous aident peut-être à créer l'histoire. C'est ce qui nous aide peut-être le plus à établir le lien peut-être aussi avec l'opinion publique, avec le citoyen lambda. Sunita. Alors pour moi, je dirais bien tout cela est très utile. Un petit exemple, l'année dernière, nous avons travaillé sur eh bien, une enquête très détaillée sur le marché du carbone volontaire, donc le régime CO2 volontaire justement en Inde. Alors c'est très opaque, c'est en fait quelque chose dont on ne parle pas, les entreprises ne veulent pas s'exprimer, on ne sait pas comment ça fonctionne, ce projet sur le terrain. Et donc, l'enquête a suivi en fait la boîte à outils pour le journalisme d'investigation et d'enquête. Et donc, je crois qu'il est important justement tout d'abord d'avoir accès aux bases de données et d'explorer les données. Alors, nous avons bien sûr examiné les normes, les bases de données qui n'étaient pas bien organisées. On a vraiment passé beaucoup de temps à établir les liens entre les projets, traduire tout cela dans un tableur Excel pour commencer à comprendre un tout petit peu de quoi il retournait, pour savoir où se situaient les projets, qui propose ces projets, qui sont les entreprises. Et puis, vous choisissez quelles sont les sociétés que vous allez peut-être étudier de manière plus détaillée. Le plus important qu'il faut comprendre, eh bien, c'est qu'il faut contacter les sociétés. Si les sociétés refusent de vous répondre, eh bien, vous les relancez et au fur et à mesure que vous relancez ces sociétés, vous rentrez sur le terrain. C'est là que le journalisme prend toute son essence. Vous allez sur le terrain, vous ramenez l'histoire du bas vers le haut. Vous expliquez ce qui se passe sur le terrain. Et cette base de données additionnée à cette histoire de terrain vous donne cet angle particulier. Et il faut ajouter encore deux éléments complémentaires. Et il faut pouvoir d'ailleurs approfondir la compréhension de la méthodologie, comment eh bien, on fausse les données. Donc, la part analytique est très, très importante pour vraiment comprendre les données, ce qu'elles disent, ce qu'elles ne disent pas, ce qu'elles laissent entendre. Euh, la façon dont les données sont présentées, ça devient un élément essentiel. Because the analysis as just words is not good enough, the perspectives. And here, essentially, we could show our readers that the biogas projects that were being done as part of this
voluntary carbon market was actually the poor people of our part of the world and poor government subsidizing someone who was buying a luxury bag in Gucci, or the Michelin company, which was taking offsets for us. So we were subsidizing, and that is important to bring out. So I think to me, those are the 4 parts of my toolkit, as I tell my colleagues. So thank you, everyone. I'd like our audience now to ask questions from you. There's a lot of them, and they're very good questions. I'd like to call Eunice Al of GIJN to moderate and choose among the many questions what we should be asking our guests today. Eunice? Hi, sorry, Sheila. I think you just threw the questions to me, but we're trying to figure out the technical aspect of it. The French channel is in English now, and the English channel is in French. Please just... sorry. Can you hear me? Yeah. Yeah. Yes, we can hear you. Yeah. Okay, because I'm in the French channel. Hang on, just Voilà. give me 2 seconds. Okay. So maybe I should start by just choosing one of the questions here from... should I do that or... Alors, je vais commencer par choisir une des questions. Voilà, je crois que c'est bon. Nous l'avons rédigé. Nous n'avons... Désolé. I'm going to share later in the chat as well our full report to the investigative agenda on climate change. I encourage everyone to read it. Alors, je vais partager avec vous notre rapport sur les priorités du journalisme d'investigation sur le changement climatique. Cela donne énormément d'informations sur les informations pour le donner aux lanceurs d'alerte, etc. Mais il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Je vais m'adresser à Matthew. Quelles sont les meilleures manières de révéler des actions néfastes? Est-ce que c'est s'adresser aux activités, aux communautés locales, les lanceurs d'alerte? Quelle est la meilleure manière que vous avez trouvée? Alors Mathieu, oui, je peux répondre rapidement. Oui, je pense que c'est en fait tout ce qui vient d'être énuméré. Je pense que ce que je soulignerais, ce serait les demandes d'information permises par les lois spécifiques. Freedom of Information Request. Eh bien, cela dépend du pays dans lequel on se trouve. Ici, au Royaume-Uni, si on choisit bien les mots que l'on utilise dans sa demande d'information, on peut arriver à de très bons résultats. Cela renforce ce que disait Amy. En fait, avec ça, on a accès aux documents noir sur blanc. On voit ce que les gouvernants ont dit. Et cela peut être très utile. Et cela peut être une forme très utile de preuve. Voilà, je suis vraiment très fan de ces demandes d'informations permises par le droit, le cas échéant, selon le pays. Oui, dans certains pays, c'est beaucoup plus facile d'obtenir ces informations. Mais que fait-on dans des pays moins stables politiquement, où il y a un conflit, une guerre? Comment est-ce que les journalistes peuvent obtenir une reddition de comptes en matière climatique? Eh bien, dans ces contextes-là, évidemment, les choses sont beaucoup plus difficiles. Ce que disait Sunita sur les enquêtes menées par son équipe sur les marchés du carbone, c'est très important parce que c'est souvent justement dans les pays où les institutions, la gouvernance sont plus affaiblies que ce genre de pratique a lieu. Et il y a peut-être des moyens d'utiliser une imagerie satellite ou d'autres types de données et d'être un petit peu créatif, de combiner ces ressources avec celles d'autres journalistes pour essayer d'attirer l'attention sur certains domaines, certains endroits où il est plus difficile d'obtenir les documents dont on parlait à l'instant. Peut-être que là, on peut plutôt utiliser d'autres outils pour révéler la vérité. Alors, je veux juste corriger les choses. Ce n'est pas que c'était des données qui étaient difficiles à obtenir en Inde. En fait, ça aurait dû être
mis à disposition par les registres internationaux, là où les carbones sont achetés. En fait, là, ce n'était pas en Inde qu'il était difficile d'obtenir les informations. On peut aller dans n'importe quel village indien et voir comment se passent les choses. Ce n'est pas difficile d'obtenir ces informations. Et c'est la même chose en Afrique. Le problème, et c'est là que se trouve le pouvoir, c'est de l'autre côté. Mathieu, vous ne savez pas quel est le prix du carbone aujourd'hui. On ne sait même pas qui achète les crédits carbone. On ne sait même pas à quel taux c'est vendu par les registres. Il n'y a pas d'information. Donc, il faut être très clair. Ce ne sont pas les pays du Sud, les pays pauvres qui ont un problème de gouvernance. C'est vraiment les riches, les polluteurs qui polluent les systèmes de gouvernance, pour ainsi dire. Voilà, je voulais simplement le rappeler. Merci, Sunita. Amy? Je vais répéter encore la même chose, encore une fois. Avoir des gens sur le terrain qui puissent se rendre sur place, parler aux gens, c'est comme ça que ça fonctionne. On a des histoires maintenant sur quelque chose qui se passe au Mozambique et nous avons un contact qui vit dans la zone affectée et il est en mesure d'aller vérifier en temps réel si quelque chose se passe. Très bien. Est-ce que vous auriez des conseils sur l'utilisation de supports visuels pour souligner des pratiques néfastes, par exemple des photos, des images satellites? Oui, je pense que c'est des outils très puissants parce que cela peut être utilisé dans un récit, une histoire, mais on peut également poster des graphiques sur les réseaux sociaux pour présenter par exemple la différence entre une déclaration et ce qui se passe sur place. On parlait tout à l'heure de lassitude vis-à-vis des nouvelles, et bien c'est quelque chose qui peut vraiment inverser la vapeur pour dire voilà ce que telle personne dit, mais voilà ce qui se passe vraiment. Cela peut vraiment être très puissant. Une autre question, quelles sont les possibilités d'investigation portant sur le financement de l'adaptation au climat? C'est une très bonne question. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a énormément de choses qui se passent dans le monde des finances et c'est tout très opaque. Cela manque énormément de transparence. Les investisseurs privés sont très impliqués dans ce domaine et ils n'ont absolument aucune obligation de partager des informations, de révéler ce qu'ils font. De manière générale, dans le monde de la finance internationale, eh bien, je crois qu'essayer de comprendre dans quelle direction se dirigent les flux financiers à partir de votre pays, et ensuite d'essayer de trouver l'origine, ça peut valoir la peine. Et même dans le cas des poursuites judiciaires, c'est important parce que, ou plutôt, pardon, pour les projets d'adaptation, l'idée c'est de diriger de l'argent vers l'endroit pour faire quelque chose, mais on peut essayer de voir qui fait quoi avec l'argent. Parfois, c'est quelque chose qui profite à une entreprise donnée qui va vendre une certaine solution. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans le domaine de l'adaptation au climat. Oui, Sunita. Pour rajouter quelque chose, oui. Il y a une grande histoire dont on a tous entendu parler, cela concernait les inondations au Pakistan il y a quelques années. C'est quelque chose qui était couvert partout dans le monde. Et on a également parlé du fait que des pays se sont réunis et se sont engagés à donner un soutien financier au Pakistan. Mais ce dont on n'a pas parlé, c'est sous quelle forme cet argent est arrivé au Pakistan. Est-ce que c'était des dons ou des prêts? Et si on s'y intéressait, on aurait vu que 97% de l'argent qui est arrivé au Pakistan est arrivé sous la forme de prêts. On connaît la situation du Pakistan vis-à-vis de la dette. Donc, lorsque l'on donne de l'argent pour un soutien, mais que cela arrive sous la forme d'un prêt, de dette, quel est l'impact sur le Pakistan? Ensuite, il faut voir qui vient apporter une solution, qu'est-ce qu'il fait avec cet argent, est-ce que ce sont des solutions qui fonctionnent pour un pays tel que le Pakistan? C'est une autre partie de la question.
Mais le fait est qu'on n'a pas vraiment suivi cette histoire pour voir les détails à la fin de l'histoire. Qu'est-ce qui a été donné au Pakistan? Est-ce qu'il s'agissait d'argent ou en fin de compte de prêts? Merci. Alors, on a parlé de l'économie verte. Est-ce que l'on pourrait en savoir davantage? À quel sujet est-ce qu'il faut s'intéresser? Question pour Sunita. Oui, c'est une très bonne question. Je pense que l'économie verte est un sujet fascinant. C'est quelque chose qui me fascine et j'en ai beaucoup parlé dans mon dernier édito. Il y a un système, une lutte entre la Chine et les États-Unis pour le contrôle des minéraux, pour l'industrie de la technologie de l'avenir. Et la Chine a de l'avance. Quel va être l'impact de tout cela sur le secteur de production? Quel va être l'impact aux États-Unis? Qu'est-ce que cela va vouloir dire pour la transition verte? Est-ce quelque chose qui va reporter la transition verte parce que le coût des minéraux va augmenter? Est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt renforcer cette transition parce qu'il y aura un décuplement de la production verte dans des pays tels que les États-Unis? Et ensuite, il y a la question la plus importante, la question des industries d'extraction. Nous avons tous parlé du charbon, de l'acier. Mais ce qui va être critique maintenant, ça va être les nouveaux minéraux critiques pour la nouvelle économie verte. Et la question qui se pose à nous, journalistes, qui va être la plus importante pour nous, c'est le fait que la plupart de ces minéraux se trouvent dans les pays des plus pauvres. Et pas seulement les plus pauvres dans notre partie du monde, mais également aux États-Unis. Et Amy, j'étais fasciné par les données faisant état des quantités de lithium, de nickel et des autres minéraux que l'on trouve sur les terres des peuples autochtones des États-Unis. Il va se poser la question de l'extraction de ces minéraux, du consentement que ces populations vont pouvoir donner ou pas. Vont-ils avoir le contrôle? Il y a également la question du nickel en Indonésie et le Zimbabwe ont dit qu'ils n'exporteraient pas leurs minéraux rares. Il y a énormément de choses qui se produisent dans ce domaine, dans cette nouvelle économie qui va apparaître. Et la question la plus importante, c'est qui va contrôler tout cela, qui va en décider, en dessiner les contours. Est-ce que ça va être quelque chose qui va se développer de la même manière, selon le même modèle des entreprises pétrolières, ou est-ce que des acteurs avec de meilleurs principes ou un meilleur jugement vont émerger? Eh bien, je pense qu'il va nous falloir toute une série de sessions sur ces sujets. Nous avons déjà un petit peu parlé de cette information et du déni climatique, mais pour ce qui est de la désinformation du changement climatique, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour lutter contre ce phénomène? Quels outils est-ce que les journalistes ont à leur disposition pour lutter contre cette réalité? Mathieu. Oui, bien, merci. Brièvement, je dirais qu'il s'agit d'une question difficile, naturellement. Les médias sont séparés en silos à présent, et de plus en plus, nous sommes exposés à des sources qui renforcent nos croyances préexistantes. Chez DeSmog, ce que l'on essaie de faire, c'est de souligner la source des différentes informations, de révéler les réseaux, les individus, les think tanks qui sont derrière tel ou tel récit. Mais il est difficile de contrer un récit une fois qu'il a déjà été publié dans l'écosystème des médias. Peut-être que Amy aurait d'autres choses à dire à ce sujet. Amy,
C'est difficile, hein. Pour répondre rapidement... non, pardon, je veux dire, répondre rapidement, c'est ce qui fonctionne le mieux, de réagir rapidement. Alors, vous savez, il y a un cycle de nouvelles qui fonctionnent. Parfois, on peut anticiper les choses, en fait. Parfois, on sait très bien ce que tel ou tel acteur va dire. Ça fait des centaines d'années qu'ils disent... Ça fait 100 ans qu'ils disent la même chose. Mais on peut simplement... Parfois, on attend que BP fasse une campagne et ensuite on réagit. Peut-être que l'on pourrait anticiper les choses, en parler avant que eux en parlent. Ça pourrait être utile. Ou alors, oui, à ce moment-là, lorsqu'ils présentent leur publicité, on peut leur dire, mais vous vous souvenez, on nous a déjà dit qu'ils allaient dire cela. Et ensuite, on leur montre qu'on en a déjà parlé. Alors, je sais que tout le monde manque de temps et de ressources, etc. Mais plus on peut diffuser ce genre de message, mieux cela vaut. Dans une newsletter, en ligne, sur les réseaux sociaux, dans un podcast, vraiment, il faut en parler. Tous azimuts. On est en train de laisser YouTube devenir un véritable déversoir de déni climatique. Vraiment, je voudrais pouvoir éviter YouTube, mais je ne pense pas que ce soit possible. Sunita, encore quelque chose à ajouter? Non, je pense que mes co-panélistes ont très bien couvert cette question. Alors, il est clair d'après notre débat et nos rapports qu'il faut développer les coopérations entre journalistes, les partages d'informations, de stratégies, afin de mieux couvrir les questions climatiques. Mais est-ce que vous aurez des idées quant à de nouvelles approches d'investigation qui pourraient apporter un changement social-économique plus général, Sunita? Eh bien, Eunice, je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles manières de faire du bon journalisme. Un bon journaliste est un bon journaliste. Le bon journalisme d'investigation, c'est le bon journalisme d'investigation. Point. Je pense qu'il faut simplement voir quelles sont les histoires qui existent, comment établir un récit et comment faire en sorte que la complexité ne se perde pas. Le grand défi qui se pose au journalisme, c'est qu'il est très facile de tomber dans le piège de la simplification avec des titres aguicheurs. Vraiment, c'est très facile. Nous autres journalistes, nous devons de ne pas trop simplifier les nouvelles. C'est notre responsabilité. Il s'agit de faire en sorte que les systèmes d'énergie de l'avenir soient construits et de la bonne manière. Et pour cela, chacun de nos mots est important. Pardon, Sheila, j'ai vraiment pris longtemps, mais c'est seulement la dernière question, non, les deux dernières questions. Alors, il y a beaucoup d'aspects pour les enquêtes, pour l'investigation du changement climatique dont on a parlé. Est-ce que la meilleure stratégie consiste à se concentrer sur une entreprise à la fois afin de ne pas être submergé? Ah, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on ne puisse pas vraiment déterminer qu'une stratégie est la meilleure. Ce serait se leurrer. Il faut couvrir toutes les histoires tout le temps. Et je suis d'accord avec Sunita lorsqu'elle dit qu'il ne faut pas avoir peur de la complexité. On a tendance à abandonner la complexité, la nuance, les détails dans le journalisme et dire oui, prenons simplement une image, publions simplement une image. Oui, alors il faut le faire, mais cela ne dispense pas d'avoir des histoires, des articles étayés, pas seulement pour les lecteurs, parce que je pense qu'il y a certains lecteurs qui vont s'attarder sur tout cela et qui vont lire, mais c'est également pour qu'il y ait un compte-rendu de tout cela, pour la postérité et également pour les législateurs. Il y a de nombreux acteurs qui n'ont pas forcément accès aux bonnes informations et qui se trompent. Donc, je pense que se concentrer sur une entreprise à la fois, est-ce que c'est la solution? Oui, pour certaines personnes, pour avoir un certain angle, oui, c'est peut-être la bonne stratégie, mais je pense que cela dépend de l'histoire, de ce qu'on essaie de faire et du temps et de l'espace dont on dispose. Merci pour cette réponse. Alors,
on peut trouver des indices, c'est les rapports annuels et les soumissions réglementaires, mais les entreprises d'extraction sont des maîtresses du greenwashing. Donc, que peut-on faire à cet égard? Publications and join earnings Donc, si vous calls. regardez effectivement ces magazines spécialisés, eh bien, voyez, regardez ça et puis surtout analysez tous les enregistrements, par exemple, de conférences avec les actionnaires, avec les autres entreprises de l'industrie. Voilà. Là, personne ne cache rien. En fait, ça, c'est toujours très, très utile. Matthew, vous opiniez du chef, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Amy. Et puis, une autre technique que nous utilisons très, très souvent à Dismog, eh bien, c'est que si le pouvons participer aux conférences, justement, de ces entreprises gazières et pétrolières. Si vous êtes, en fait, dans la même salle, là où les professionnels, en fait, des entreprises se rencontrent entre eux, eh bien, là, vous entendrez la vérité vraie, sans vernis. Il y a quelques années, il y a eu en fait un directeur d'ExxonMobil dans une conférence qui comparait le capture de carbone à eh bien, un Coca zéro. C'est un petit peu la boisson qui supposément vous rend mince. Eh bien, il disait, bah oui, on sait, tout le monde veut mincir et espère que ça va marcher de boire du Coca zéro, mais on sait tous que ça marche pas. Bah voilà, voilà ce qu'il pensait du captage ou de la capture de CO2. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout eh bien, quelque chose de nouveau, ce n'est pas du tout quelque chose évidemment de secret. Non, c'est quelque chose en fait que ces exécutifs ou que ces directeurs se disent entre eux ouvertement. Voilà, merci beaucoup Matthew. Sheila, merci à toutes et à tous. Malheureusement, nous n'avons plus de temps, mais avant de conclure, je voudrais remercier en fait notre réseau international de journalisme d'investigation et notre public d'aujourd'hui. Merci pour vos questions, merci pour votre participation. Un tout grand merci à nos intervenants, Matthew, Sunita et Amy. Merci d'avoir partagé avec nous vos réflexions, vos réponses aux questions posées. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous pour partager votre travail et puis aussi pour nous servir de source d'inspiration. Alors encore une fois, je le dis, hein, je le répète, le rapport eh bien, sur comment améliorer les journalistes d'investigation climatique eh bien, il sera disponible sur le site web en anglais uniquement et nous mettrons le lien à cet effet dans le chat. Merci à toutes et à tous. Nous nous réjouissons de poursuivre les discussions à ce sujet. Merci à tous.